Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Tous et toutes parlent matin, midi et soir. Les candidats et candidates à la présidentielle multiplient meetings, déplacements et interventions télé et radio. Leur activisme n'entraîne pas pour autant de bouleversements dans les sondages. François Hollande fait toujours la course en tête. Pas de sursaut pour Nicolas Sarkozy et les deux favoris restent loin devant. François Bayrou et Marine Le Pen, mais à 45 jours du premier tour, rien n'est figé, analyse notre chroniqueur Guillaume Tabar et invité politique ce soir, le numéro 2 du PS, Harlem Désir. Femmes, 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 tous les candidats ont ce mot à la bouche aujourd'hui. À l'occasion de la journée de la femme, chacun y va de sa proposition. De l'agence de recouvrement des pensions alimentaires de Nicolas Sarkozy au forfait contraception pour les mineurs de François Hollande à la présidente des crèches que veut être Marine Le Pen. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais pour quelle efficacité? On en parle tout à l'heure avec la nouvelle présidente du mouvement Ni pute ni soumise, Asma Ghanifi. La Grèce en bonne voie pour remporter son pari pour la restructuration de son énorme dette. 100 milliards d'euros effacés sur une ardoise de plus de 350 milliards. Le pays va donc souffler un peu, même si cette opération ne résout pas tout, bien sûr. Analyse tout à l'heure notre chroniqueur Jean-Louis Gombo. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. En déplacement dans la Loire, Nicolas Sarkozy n'y est pas allé de main morte en parlant de son adversaire socialiste. À Saint-Just-Saint-Rambert, le président candidat a pointé le déficit d'authenticité, de vérité et de courage de François Hollande, sans le nommer. Il est également revenu sur la phrase prononcée ce matin quant à son retrait de la politique en cas d'échec. Et il s'est montré plus combatif que jamais. Alors qu'en pense sa majorité? Jérôme Rabier. Il l'avait déjà évoqué au mois de janvier en Guyane, mais cette fois-ci, c'est face à la caméra que Nicolas Sarkozy assure qu'il quittera la vie politique en cas de défaite. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Oui, non, mais je vous le dis, oui. Oui. Je ferai autre chose. Jolie ville. Quoi? Je ne sais pas. La victoire ou le départ, une manière de se livrer complètement face aux Français et de mettre sa vie politique dans la balance. Je veux surtout vous parler en tant qu'ancien sportif. En disant ça, c'est une motivation supplémentaire qu'il se donne. Si la métaphore sportive plaît à certains, d'autres y voient plutôt une manière d'esquiver toute idée de défaite. C'est parce que il n'envisage pas une seule seconde de perdre. C'est pour ça qu'il ne peut pas savoir ce qu'il va faire après. Jamais il n'y a pensé. Voilà. Une petite phrase qui fait beaucoup parler et qui finalement mobilise à l'UMP avec un objectif, empêcher que ce retrait de la vie politique intervienne au soir du 7 mai. Et ce soir, le candidat MoDem à la présidentielle a réagi justement à cette phrase de Nicolas Sarkozy. On écoute François Bayrou, invité de l'émission Politique de France 2 ce soir. On a l'impression qu'il prépare sa sortie. Il y a quelque chose d'un peu crépusculaire dans la manière dont il présente les choses sur votre plateau, la multiplication des mea culpa et l'annonce aujourd'hui qu'il se retirera de la politique, qu'il abandonnera parce que, dit-il, j'aurai une belle carrière politique derrière moi. Il se trouve que je ne crois pas que la politique soit une carrière. La politique, c'est autre chose. Lorsqu'on y croit, c'est un engagement pour défendre un pays et des idées. Et cet engagement-là, pour moi en tout cas, on ne l'abandonne jamais. Sa stratégie de dédiabolisation du Front National a bien marché. En tous les cas, au début de sa campagne, en coupant certaines têtes jugées infréquentables, Marine Le Pen a voulu donner une toute autre image de son parti. Mais à vouloir faire place nette, la candidate du FN en a déçu beaucoup. Thomas Raguet. Elle se dit victime de la dédiabolisation et s'en est émue dans une lettre ouverte à Jean-Marie Le Pen. Celui-là même, à qui elle a porté des fleurs sur scène, alors âgée d'à peine 2 ans. Laura Lusso, 22 ans aujourd'hui, une enfant du Front, a été exclue du FN au mois de janvier pour avoir participé à une manifestation en compagnie d'un autre indésirable, Alexandre Gabriac. Aujourd'hui, elle dit n'avoir reçu aucune réponse de Jean-Marie Le Pen. En revanche, j'ai eu beaucoup de soutien direct de la part de frontistes qui sont encore actuellement au sein du Front, qui sont même embauchés au carré ou dans l'équipe qui entoure Marine. Je ne m'attendais pas à avoir autant de soutien. Comme elle, d'autres militants ont été exclus ou ont quitté un parti dans lequel ils ne se retrouvaient plus.
Mais au FN, on relativise la portée de ces départs. Il y a un certain nombre de gens qui croyaient défendre les idées du Front National, mais qui en fait ne les défendaient pas. Ces gens-là sont tout à fait marginaux, ils ne représentent rien dans la vie politique française. Ils sont souvent excessifs, ce qui n'est pas notre cas. Nous souhaitons nous adresser à tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur religion, leurs conditions sociales et autres. Et c'est une position de Marine Le Pen et du Front National d'une manière générale qui a toujours été celle-là et qui le restera. Pourtant, d'autres figures historiques comme Roger Olindre ont quitté le parti par rejet des idées de Marine Le Pen. Pour Karl Lang, ex-FN et candidat d'union de plusieurs courants nationalistes, Marine Le Pen est allée trop loin dans la dédiabolisation. Madame Le Pen essaye de revenir sur un discours plus traditionnel parce que son père a une grande expérience de la vie politique et sait très bien que si elle continue à essayer de concurrencer Mélenchon ou Chevènement sur une position économique absurde, eh bien beaucoup d'électeurs se détourneront d'elle. Dans le même temps, Jean-Marie Le Pen est toujours là, s'adresse aux militants en disant vous pouvez rester au Front National parce que moi Jean-Marie Le Pen je suis présent donc rien n'a changé. Donc il sert de caution, il sert de flanc-garde pour éviter que beaucoup de militants et de cadres du Front National qui ne suivent pas la ligne gaucho-lepéniste de Madame Le Pen viennent au Parti de la France ou soutiennent ma candidature. Fort de 380 parrainages, Karl Lang est loin d'accéder au premier tour de la présidentielle. Reste à savoir s'il n'en privera pas Marine Le Pen. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Le numéro 2 du Parti socialiste et député européen, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, interview politique à suivre dans un instant. Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste aux Échos et notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Guillaume, discours très offensif ce soir de Nicolas Sarkozy dans la Loire qui a pointé, je cite, le déficit d'authenticité, de vérité, de courage de François Hollande. Sans le nommer, ça devient une rengaine habituelle, ce procès qui lui est fait. C'est-à-dire que le procédé de Nicolas Sarkozy est simple. Depuis qu'il est entré en campagne, il veut à tout prix débusquer François Hollande. François Hollande qui est à un très haut niveau dans les sondages. Nicolas Sarkozy qui est plusieurs points derrière. Il doit absolument, pour l'emporter au second tour, taper en tête, si j'ose dire, au premier tour. Donc il doit à tout prix affaiblir François Hollande. Et là, tout est bon. Les critiques, bien sûr, sur le fond, sur les approximations qu'il y a pu avoir au début de la campagne sur certains points des programmes. Et puis, bien sûr, sur des traits de caractère ou de carrière de François Hollande. Il y a eu toutes les attaques sur son manque d'expérience, qui avait déjà été beaucoup dit lors de la primaire, et qui a rejailli lors du voyage de François Hollande à Londres, et puis de ses difficultés à rencontrer des dirigeants européens. Et puis bien sûr aussi des critiques sur son caractère. Et là, j'allais dire, Nicolas Sarkozy n'a pas besoin d'aller très loin. On l'a vu lors de son face-à-face avec Laurent Fabius mardi soir, eh bien, il suffit de piocher dans les phrases employées par certains dirigeants. Et puis encore, il y a, puisque Nicolas Sarkozy est très présenté comme président des riches, a été attaqué sur son train de vie, eh bien, et notamment sur son salaire de président, on voit que depuis 2 jours, Nicolas Sarkozy a ressorti aussi le coup de, eh bien, lui aussi est président du Conseil général de la Corrèze. Que n'a-t-il commencé par baisser son propre salaire? Harlem Désir, Nicolas Sarkozy a dit ce soir que le courage est une question de nature. Sous-entendu que François Hollande n'est pas fait ainsi. Qu'est-ce qui lui fait dire cela? Bon, d'abord, moi, je vois un Nicolas Sarkozy qui est de plus en plus dans la brutalité, dans l'agressivité. C'était d'ailleurs très marquant dans son émission. Et qui nous parle de lui, au fond, sans cesse, encore ce matin, s'il est battu. Bon, François Hollande, lui, il s'adresse aux Français. Le courage, c'est de rassembler les Français dans la justice pour surmonter les difficultés qui sont celles que traverse notre pays. Ce n'est pas de désigner toujours des boucs émissaires. Ce n'est pas de dire que c'est toujours la faute aux autres, que c'est la faute aux étrangers, que c'est la faute à ceux qui sont au chômage, que c'est la faute aux socialistes, c'est d'assumer ses responsabilités. Et c'est aujourd'hui de proposer de redresser le pays avec des mesures concrètes qui doivent permettre de renforcer notre industrie, qui doivent permettre de répartir les efforts fiscaux, qui doivent permettre d'aider la jeunesse. Et c'est l'axe de la campagne de François Hollande. Juste sur cette attaque, il n'y a pas eu de riposte ce soir quand même de la part de François Hollande. Jusqu'à quand il peut esquiver les coups au risque qu'un jour cela se retourne contre lui? Je crois que François Hollande a montré qu'il était capable de répondre. Mais il veut répondre aux attentes des Français. Il ne veut pas être dans une espèce, l'a dit, de match de boxe avec Nicolas Sarkozy. Il veut répondre à l'attente d'un changement, d'un redressement. Et c'est cela qui est l'essentiel de sa campagne. Aujourd'hui, il était à Reims, comme il a été ce matin au Lilas, parce que au Lilas, dans une maternité qui est menacée par la politique de saccage du service public de santé, il a voulu prendre des engagements, notamment pour les droits des femmes, pour le droit à l'IVG, qui est aussi menacé par l'extrême droite. Marine Le Pen veut le remettre en cause. Elle veut remettre en cause son remboursement
remboursement par la sécurité sociale. Ce soir, il s'exprime sur la parité, sur l'égalité salariale homme-femme. Il fait des propositions concrètes, par exemple vis-à-vis des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale, plus de 25% d'écart. Nicolas Sarkozy, lui, il sort de 5 ans de mandat où il n'a pas apporté de réponse sur ces sujets. En parlant de ce manque de courage, en fait, Nicolas Sarkozy a évoqué le thème de l'immigration. Voilà ce qu'il a dit ce soir et ce qu'il a demandé aux socialistes et notamment à François Hollande. On l'écoute. Je leur demande de dire aux Français ce qu'ils feront en termes de régularisation des étrangers en situation irrégulière. Les Français ont le droit de savoir ce qui les attend dans un cas ou dans un autre. Cela s'appelle la transparence, la vérité et la démocratie. Alors, Lam Désir, ça tombe bien, les sujets de l'immigration et de l'intégration, mais aussi l'immigration sont des sujets que vous connaissez bien, sur lesquels vous avez travaillé. Faut-il, selon vous, réduire, augmenter ou garder le même nombre d'immigrés légaux qui arrivent chaque année en France? On voit bien la stratégie de Nicolas Sarkozy. La question, elle est claire. Oui, mais sur l'immigration, je vais vous répondre, comme François Hollande a répondu. Il y a aujourd'hui à peu près 30 000 régularisations par an. Simplement, il n'y a pas de critères transparents. Ce ne sont pas les mêmes critères qui sont utilisés dans telle préfecture ou dans telle autre préfecture. François Hollande a proposé qu'il y ait des critères qui soient connus de tous et qui soient appliqués au cas par cas, qui concernent le lien familial, le lien de travail pour des gens qui sont là depuis très longtemps, qui payent leurs impôts, ou pour ceux qui ont besoin d'un asile, le respect de nos engagements internationaux. Vous ne voulez pas parler de chiffres, c'est bien ça ? Mais Nicolas Sarkozy, il nous a dit il y a quelques jours que la première préoccupation des Français, c'était la viande halal. En pleine campagne présidentielle, on a passé 5 jours à débattre de la viande halal. Il nous a dit qu'il fallait diminuer de moitié. On va organiser une concertation sur ce sujet. Oui. C'est que peut-être que le sujet n'était pas si anodin que cela, même si c'est vrai qu'on est content que la polémique soit passée. Ben oui, des fois, il vaut mieux la concertation que la stigmatisation. Il nous a dit qu'il fallait diminuer de moitié le nombre d'immigrés. Depuis 10 ans, Nicolas Sarkozy est responsable de la politique d'immigration. Le nombre d'entrées d'étrangers. Le nombre de nouveaux migrants chaque année. Oui, ça fait quand même 10 ans que Nicolas Sarkozy est directement en charge de la politique d'immigration. Pendant 5 ans comme ministre de l'Intérieur, depuis 5 ans comme chef de l'État. Tout à coup, il montre du doigt tout un tas de gens qui vivent en France, certains qui depuis ces 10 ans sont devenus des citoyens français, en disant il y a trop d'étrangers en France. Le premier problème, la première préoccupation des Français, moi je les vois tous les jours, c'est non mais attendez, c'est pas la viande halal, c'est pas de désigner l'immigration comme bouc émissaire. La première préoccupation des Français, c'est comment est-ce qu'on rétablit l'emploi en France dans les industries qui partent? Comment est-ce qu'on rétablit le pouvoir d'achat? Est-ce qu'il y a un avenir pour nos enfants qui sont confrontés par exemple à des difficultés et à l'échec scolaire? Là-dessus, François Hollande fait des propositions et Nicolas Sarkozy ne déviera pas le débat qui doit avoir lieu devant les Français de ce que sont les vrais enjeux de cette élection présidentielle, comment on redresse l'économie et le modèle social de notre pays. Vous avez sans doute écouté cette phrase ce matin qui a beaucoup fait parler, jaser, celle de Nicolas Sarkozy, confirmant déjà à Guillaume Tabar un des confidences sur son retrait de la vie politique en cas d'échec. Il a redit ce soir toute sa motivation. Il n'y a pas de doute, il se battra, j'allais dire les couleurs hautes et le drapeau déployé. Oui, alors c'est vrai que ce qui est surprenant dans sa phrase de ce matin chez RMC, lorsqu'il dit qu'en cas d'échec, il quittera la vie politique, c'est que c'est vrai, il l'avait dit, mais il l'avait dit off, comme on dit, c'est-à-dire qu'en confidence à des journalistes, il y a 6 semaines avant de se déclarer candidat. Là, il le répète en pleine campagne, au moment précis où il doit montrer sa détermination, au moment précis où il doit faire mentir les sondages, au moment précis où il doit montrer qu'il n'y a aucun doute dans son camp. Et lui-même, j'allais dire, si ce n'était pas Nicolas Sarkozy, on parlerait de faute de débutant, se place dans l'hypothèse, même s'il dit qu'il se bat pour la victoire, se place dans l'hypothèse où il serait battu. Alors, il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est celle que disent les Sarkozy, c'est un modèle de sincérité. Pour dire, Nicolas Sarkozy a toujours dit qu'il n'y avait pas que la politique dans sa vie, c'est aussi une manière un peu de changer l'image du personnage. Un personnage qu'on a semblé un peu assoiffé de pouvoir, etc. Deuxième hypothèse, le calcul. Oui, alors l'hypothèse plus inquiétante pour lui, c'est que la thématique sur le thème si vous ne me réalisez pas, je m'en vais. En gros, retenez-moi ou je suis un malheur. Ça marche lorsque l'on est populaire. On se souvient, et Arlène Désir s'en souvient mieux que moi, en 88, le fameux tonton laisse pas béton. Il s'agissait de créer le doute sur le maintien de François Mitterrand dans la vie politique, mais à l'époque il était populaire. Aujourd'hui, pour Nicolas Sarkozy, c'est plus compliqué de dire cela. Quelqu'un qui a connu toutes les fonctions, qui est arrivé président, c'est assez normal, c'est du bon sens qu'il s'en aille après. Peut-être que cette phrase de Nicolas Sarkozy ce matin
exprimait le fait qu'il se rend compte lui-même de la profondeur, de la coupure, de la rupture qui s'est établie entre lui et les Français, et qu'elle est irrémédiable et qu'il n'arrivera pas à réduire cette fracture. Peut-être que c'est un moment de lucidité. Mais vous savez, encore une fois, je fais campagne tous les jours. Les Français que je rencontre, ils ne sont pas préoccupés de la carrière et de l'avenir de Nicolas Sarkozy. Ils sont préoccupés de l'avenir de leurs enfants, ils sont préoccupés de l'avenir de notre pays. Et finalement, on a eu un hyper-président ou quelqu'un qui prétendait l'être pendant 5 ans. On a aujourd'hui un égo-candidat. Nicolas Sarkozy nous parle toujours de lui, de ce qu'il va devenir. Mais François Hollande, lui, il parle aux Français, de la France et des Français. Il parle aussi des femmes ce soir, et pour cause, c'est la journée internationale de la femme. François Hollande ne tarit plus d'éloges sur une femme en particulier. J'ai nommé Martine Aubry, sur sa loyauté. Ce serait un beau symbole qu'elle soit à Matignon, si la gauche l'emporte. D'abord, je crois que cette unité entre François Hollande, Martine Aubry, le rassemblement de tous les socialistes à Reims ce soir, une ville qui avait été le symbole de nos divisions. Et aujourd'hui, ils ont voulu, François Hollande et Martine Aubry, être dans cette ville pour symboliser justement le fait que les socialistes étaient réunis par quelque chose qui est plus important qu'eux, être au service de la victoire de la gauche, être au service du pays et des Français. Et c'est vrai qu'après cette primaire qui a été un succès magnifique avec la mobilisation des citoyens, puis ce beau débat entre des responsables, le fait qu'ils se soient retrouvés le soir du deuxième tour, qu'ils aient ensemble la main en l'air, fait serment d'une certaine façon d'aller à la bataille, qu'ils fassent campagne ensemble, c'est un des beaux symboles du rassemblement des socialistes. Et il est porteur d'espérance pour l'avenir. Et sur ma question ? Vous le savez, nous faisons campagne pour gagner. Pour après. Et il ne s'agit pas. Vous le souhaitez, vous la connaissez bien, Martine. Il ne s'agit pas de distribuer des ministères qui, pour l'instant, n'existent pas. Ce sera quelque chose à faire quand on aura gagné, et ce sera au président de la République d'en décider. Soir, monsieur le député européen, l'Europe, la Grèce, qui est en bonne voie pour remporter son pari de la restructuration de sa dette. C'est un répit, certes, mais le pays souffle ce soir. C'est une bonne nouvelle. Il faut que le pays souffle pour encore quelques mois, mais malheureusement, la Grèce ne sortira pas de sa situation s'il n'y a pas aussi le volet de relance. Et donc, il faut restructurer la dette. Il faut que, notamment, les banques qui ont prêté indûment prennent leur part de ces pertes. Mais il faudra aussi que l'Europe soit là pour qu'il y ait un soutien à la relance de l'activité économique en Grèce comme dans toute la zone euro, si l'on veut sortir de la crise économique qui est encore là et aussi de la crise de l'endettement. Qui est encore là. Jean-Luc Gombault. Alors, ce soir, la question qui était posée, c'est qu'à 21h ce soir, normalement, les banques, c'était la deadline, comme on dit en langage mondial aujourd'hui, c'était la deadline pour que les banques acceptent d'abandonner la moitié de leurs créances. Et normalement, les bruits qui ont couru tout au long de la journée, c'est que les 75% de banques qui doivent accepter donc d'abandonner leurs créances, ce taux devrait être atteint, on espère même atteint 90%. Le mot important dans cette affaire, c'est volontaire. Il faut que ce soit un abandon volontaire. Pourquoi ? Parce que les réglementations internationales financières disent que si un débiteur dit qu'il ne peut pas payer, ce qui est le cas de la Grèce, sans que les banques acceptent ce choix, à ce moment-là, le pays est déclaré en cessation de paiement, il fait défaut, les calculs ont été faits, c'est un coût de l'ordre de 1000 milliards d'euros. Donc les banques, on s'est retourné vers elles, on a dit il faut que vous abandonniez une partie de vos créances. Comment abandonne-t-on 100 milliards d'euros de créances ? Simplement parce que la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, 16 pays de l'Union Européenne, le Fonds monétaire international, leur ont dit, on les voir, carrément, ils ont mis le fusil sur la tempe, c'était clair que vous êtes volontaire pour abandonner les 100 milliards d'euros. Effectivement, nous sommes volontaires pour le faire, ce qu'ils devraient donc avoir accepté ce soir. C'est important d'avoir aussi un pourcentage important, parce que les banques qui n'ont pas été volontaires pourraient demander la totalité, effectivement, de leurs créances, ce qui mettrait par terre l'ensemble du processus. Alors on pense aux Grecs évidemment ce soir. Est-ce que c'est une parenthèse, une accalmie pour eux, un répit ? Alors, on peut parler plutôt de répit. Je ne prendrai pas ce que vient de me dire Monsieur Harlem Désir. Je crois que c'est parfaitement exact. La Grèce souffle, mais la Grèce souffre aussi. Les chiffres du chômage sont tombés aujourd'hui. 1 million de chômeurs, 22% de la population active, 50% des jeunes de moins de 25 ans au chômage. Donc la situation catastrophique. L'idée, c'est simplement le fait qu'il faut diminuer le poids de la dette sur le PIB grec pour que ça arrive à 120%. Ils sont aujourd'hui à 160%. Mais pour avoir ce taux de 120%, il faut qu'il y ait un minimum de croissance. Or, ils sont pratiquement en récession, voire en dépression depuis maintenant 5 ans. Cela dit, un cap est passé. Grâce à cet accord, le 20 mars prochain, la Grèce pourra, grâce à l'aide européenne qui va maintenant arriver, parce qu'elle était conditionnée à l'accord des banques, va pouvoir régler son échéance du 20 mars. Je vous lis quand même, parce qu'un petit passage d'un texte qui est écrit
Edmond About en 1858 sur la Grèce et qui nous dit « La Grèce est le seul exemple connu d'un pays vivant en pleine banqueroute depuis le jour de sa naissance. Si la France et l'Angleterre se trouvaient seulement une année dans cette situation, on verrait des catastrophes terribles. Tous les budgets depuis le premier jusqu'au dernier sont en déficit. Il a fallu que les puissances protectrices de la Grèce garantissent sa solvabilité pour qu'elle ne négociât un emprunt à l'extérieur. » Ça date de 1858, l'histoire continue. Merci beaucoup Jean-Louis, merci Guillaume Tabar et merci Harlem Désir d'avoir été notre invité politique ce soir. Merci à vous. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé par Cécile Sixou. Sortir de la polémique halal, c'est ce que veulent les représentants du culte musulman. Tout comme leur homologue juif la veille, ils ont calmé le jeu ce matin à l'issue de leur entretien avec François Fillon. Aujourd'hui, nous avons tourné la page et nous avons demandé à tous les hommes politiques de se concentrer et de proposer des solutions pour le bien-être de nos concitoyens. À l'origine de la polémique, les propos de François Fillon sur l'abattage rituel, une pratique ancestrale selon le Premier ministre. Dalil Boubaker, recteur de la mosquée de Paris, a également annoncé ce matin la mise en place d'une commission théologique. L'espoir renaît 7 ans après pour les proches de Florence Cassez. Hier, un juge a demandé sa libération auprès de la Cour suprême mexicaine. C'est un grand pas. Enfin, on va rester très prudent parce que des déceptions, on en a essuyé plusieurs. À l'origine de la demande, le rapport du juge Saldivar, il pointe les vices de forme dans l'arrestation de la Française, condamnée en 2009 à 60 ans de prison pour enlèvement. Verdict de la décision dans 2 semaines. La création d'emplois en France en panne. Selon l'INSEE, sur les 6 derniers mois de l'année 2011, 53 000 emplois salariés ont été détruits. Les secteurs les plus touchés, l'intérim et l'industrie. Résultat, en 2011, l'économie n'a créé que 67 300 emplois contre les 110 000 initialement annoncés. Dans ce climat morose, une bonne nouvelle toutefois, Albany renonce à fermer son usine de Saint-Junien, sauvant ainsi 133 salariés. Nouveau volet dans l'affaire Bettencourt et cette fois, la justice convoque Fabrice Lhomme. L'ex-journaliste de Mediapart pourrait être mis en examen pour avoir publié sur le site de son journal des enregistrements de Liliane Bettencourt réalisés à son insu par son majordome. Dans les jours à venir, d'autres journalistes devraient être également interrogés. Les compagnes aussi sont en campagne, journée de la femme oblige, mais dans 2 styles différents. Colère d'abord de Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande a eu la mauvaise surprise de se découvrir en une de Paris Match ce matin. Sa propre rédaction ne lui avait pas dit. Opération séduction par contre pour Carla Bruni Sarkozy. Invitée à dîner par France 5, la première dame souhaite un second mandat pour son mari, mais confie avoir peur pour lui. Et à l'occasion de la journée de la femme, il y a eu cette visite aujourd'hui de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat en Seine-Saint-Denis, avec un début de matinée à Bobigny pour les 10e rencontres départementales de l'Observatoire des violences faites aux femmes, puis suite du déplacement à Bondy, à la maison des parents et de la famille, pour discuter, vous le voyez, avec des femmes qui œuvrent dans cette association afin d'aider les familles dans leurs démarches, notamment administratives ou scolaires. Enfin, retour au Sénat et remise de décorations à des femmes du Nord-Pas-de-Calais qui ont appris à lire et écrire en français récemment. Et nous parlons justement de cette journée avec notre invitée, c'est la nouvelle responsable, la nouvelle présidente du mouvement Ni pute ni soumise, Asma Ghenifi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous le voyez, tous les politiques et a fortiori les candidats à la présidentielle ont intégré dans leur discours aujourd'hui cette journée de la femme avec de nombreuses propositions. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs comme ça qui sortent du lot? Du lot, je ne sais pas, mais par exemple, on a vu que quand même qu'il y a Eva Joly qui a proposé un ministère pour les droits des femmes. On a vu aussi que M. François Hollande a proposé un ministère pour les droits des femmes et Mélenchon lui a rajouté et l'égalité. Je trouve quand même que c'est quelque chose, une vraie proposition, sachant quand même que nous sommes dans une période électorale. Nous, en tout cas, en tant que peur des paroles, exactement, et que concrètement, il y aura rien. Mais en tout cas, notre rôle, c'est de vraiment être là et être vigilante pour que toutes ces propositions-là soient vraiment. En tout cas, ce sont des déclarations, des actions plutôt positives, parce qu'il y en a peut-être qui vous ont choqué, notamment quand Marine Le Pen évoque son souhait de ne plus rembourser l'avortement en parlant d'avortement de confort et d'avortement de
récidive. Elle a tenté de revenir, elle a essayé de revenir ce soir un petit peu sur ce qu'elle a dit. Ça vous a choqué? Complètement, parce que franchement, d'ailleurs, ça m'a fait penser au proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe qui dit « l'ennemi de la femme, c'est la femme ». Et franchement, quand j'entends les propositions de Marine Le Pen, cela vraiment, ça nous choque de revenir quand même sur un acquis et suite à un combat quand même remarquable des femmes féministes françaises et autres, et surtout quand elle stigmatise ou elle pense vraiment que les femmes avortent juste pour le confort, pour le plaisir, c'est quand même quelque chose de Alors ce soir, je précise simplement qu'elle est revenue sur ce qu'elle a dit, enfin en tous les cas à son entourage, pour dire que c'est au bout de la 2e, 3e ou 4e avortement qu'elle parlerait de non-remboursement. En tous les cas, vous êtes, vous, Asma Ghanifi, une militante. Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Sur quel sujet faut-il être plus attentif quand on parle des femmes? Les inégalités, les violences ou tout finalement? Moi, je pense que c'est tout en même temps. Mais effectivement, les violences faites aux femmes, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en France, il y a 2 femmes qui meurent toutes les semaines et c'est quand même quelque chose de dramatique. Et ça, il faut vraiment faire un réel changement, une réelle proposition politique pour vaincre cette violence. Parce qu'à mon avis, quand on vainc et quand on arrête la violence, l'égalité, bien sûr, va être de soi. Quand on est militante comme vous depuis si longtemps, je l'ai vu avec de nombreux combats, est-ce qu'on n'est pas tenté à un moment par la politique, c'est une autre manière d'exprimer votre militantisme, parce qu'on ne se dit pas pour faire avancer ses idées, on peut être, je ne sais pas, à la tête d'un secrétariat d'État ou d'un ministère, puisque vous parlez du ministère de la Femme. Est-ce qu'une militante comme vous se verrait à ce poste-là? Il y a eu un précédent pour votre mouvement Ni pute ni soumise. Tout à fait, oui, mais franchement, moi je débute, là, je commence là, en tout cas sur la tête de Ni pute ni soumise, mais non, je ne prétends pas vraiment à être, non, du tout. Vous pensez qu'on est plus efficace quand on est sur le terrain, exactement, parce qu'on apporte vraiment des vraies propositions, parce que nous sommes sur le terrain et on travaille vraiment en proximité avec des femmes. Et donc pour nous, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc je vais vous donner un petit regard sur l'action de Fadela Amara. Vous pensez qu'elle a de passer comme ça du mouvement Ni pute ni soumise à la politique, ça a fait du bien à ce mouvement, à ce qu'elle représente, aux idées que vous défendez? Oui, bien sûr que Fadela Amara a présenté notre... Mais c'est vrai que c'est quand même... C'était son choix personnel, ça l'a dit depuis le début. C'est un choix personnel où il y a eu des accords et des désaccords, des militantes sont parties. Mais je pense quand même que c'était un choix difficile, vraiment très très difficile. Et l'association quand même assumer, bien sûr. En cette journée, Asma Ghanifi, on a aussi une pensée bien sûr pour les femmes de l'autre côté de la Méditerranée. Certaines se battent en ce moment parce qu'elles craignent évidemment pour leurs droits, pour leurs acquis, pour leur liberté. Je sais que c'est un combat aussi auquel vous vous intéressez beaucoup. Tout à fait. Vu mon histoire et mon parcours personnel, dites-le nous, racontez en un mot. Je suis une militante de rentrée en urgence suite à l'assassinat de mon frère qui avait 20 ans par les islamistes en Algérie. Et donc c'est devenu quand même un combat vraiment personnel. Et j'estime que ces femmes arabes aujourd'hui nous donnent vraiment l'exemple de ce combat acharné. Aujourd'hui à l'Institut du monde arabe, on a fait vraiment une rencontre extraordinaire avec ces femmes-là. J'ai appris beaucoup. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles sont inquiètes. Elles sont vraiment inquiètes. Que vous aussi, vous soyez mobilisés, que et vous on regardez doit ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et je reprends leurs mots, c'est créer une chaîne humaine féministe ou une chaîne humaine internationale pour les soutenir dans leur combat, parce qu'il y a une régression, elles notent une régression extraordinaire, et pour eux c'est quelque chose vraiment de dramatique. Merci beaucoup Asma Ghanifi, donc nouvelle présidente du mouvement Ni pute ni soumise. Je suis sûre qu'on vous verra souvent dans les médias. Merci d'être venue ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite la suite de vos programmes et je vous souhaite bien sûr une excellente soirée avec nous. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique CNet, la présidentielle vue du web. Vous me l'avez réclamé, nous allons le faire. La Politique CNet a désormais un mot-clé officiel. Vous pouvez donc commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Mais tout de suite, le sommaire.
Au menu cette semaine, des premiers sites de candidats au chat en passant par les vidéos, sans oublier les réseaux sociaux, retour et mise en perspective des campagnes présidentielles. 2002-2012, 10 ans de nette campagne, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre nettement plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale, le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Comment devenir prési-trader, enfin trader de la présidentielle? C'est simple, il suffit de s'inscrire sur Prési-Bourse. En ligne, les internautes peuvent désormais boursicoter. Ce jeu propose de parier virtuellement en temps réel sur les candidats comme s'il s'agissait d'actions. Analyse, portefeuille virtuel, classement des meilleurs traders, tout y est. À l'inscription, on dispose de 2500 points pour parier sur tel ou tel poulain. Les cours varient selon la publication d'un sondage ou en fonction des achats et des ventes. Pour l'instant, prudence sur la valeur Mélenchon ou encore Bayrou. Quant à Nicolas Sarkozy, suspense sur l'action. Avis aux Golden Boys, faites-vous un max de blé en spéculant sur le score des candidats dans les sondages, tous à vos prési-points. Vrai, faux, on ne sait plus qui est Nicolas Sarkozy sur la toile. Cette fois, c'est la vraie timeline du candidat président qui fait le buzz. Enfin vrai, du moins celle du collectif Humour de droite qui compile les échecs de Nicolas Sarkozy. Sur une fausse page Facebook, on revisite la vie du président depuis sa naissance, celle du divin enfant, jusqu'à son dernier meeting, en passant par son élection en 2007. D'ailleurs, la caricature revient sur un événement, la retraite dorée de Nicolas Sarkozy sur un yacht. Riposte de l'UMP, le slogan de François Hollande est une fois de plus détourné. Le mensonge, c'est maintenant. Allusion à la déclaration du candidat socialiste sur l'impôt à 75%. Sur la page du parti présidentiel, on revient en vidéo sur les déclarations de l'anté-candidat Hollande, qui apparemment n'avait pas le même point de vue en janvier 2011. L'image de taux confiscatoires sur une toute petite fraction des contribuables n'aura aucun effet, puisque alors là, on est sûr des effets de délocalisation, et ne produira aucune recette. Vous avez peur pour Mme Bettencourt? Enfin, je veux dire, c'est pas. Je préfère qu'elle paye ses impôts en France. Décidément, le monde de la finance fait bon ménage avec la campagne électorale. Ça donne ça, Young & Poor, une agence de notation pour candidats mise en ligne par les collectifs Génération Précaire et Jeudi Noir. Comme le font Standard & Poor's ou Moody's avec les États, la très parodique Young & Poor note les présidentiables. Selon les collectifs, la note évalue les propositions qui ont un impact sur les jeunes. Pour l'instant, personne n'a le fameux triple A. On trouve plutôt des médiocres, comme François Hollande et son C. Même Eva Joly, chouchou de ces collectifs, n'obtient que la note C. Philippe Poutou est bon dernier de la classe avec son E. Il est jugé sans solution crédible. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Arnaud Dacier, bonjour. Vous êtes entrepreneur dans le web. Vous avez participé à la campagne Internet de Nicolas Sarkozy en 2007 et vous avez quitté récemment l'UMP. Vous soutenez aujourd'hui François Bayrou. Bienvenue. Guy Berenbaum, vous êtes blogueur depuis la préhistoire du net, vous êtes chroniqueur à Europe 1, où vous animez notamment l'excellente émission Des clics et des claques. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Enfin, Benoît Thiolin, vous êtes directeur de l'agence web la Net Squad et vous avez participé à la campagne web de Ségolène